Alors dans une vidéo précédente, on a vu le théorème des bornes atteintes qui montrait que toute fonction continue d'un intervalle fermé dans R atteignait ses bornes. On a aussi vu que ce théorème d'apparence triviale nécessitait en fait des outils sophistiqués d'analyse comme le théorème de Bolzano-Weierstrass. Aujourd'hui, on va voir une généralisation plus abstraite du théorème des bornes atteintes. On peut résumer cette généralisation par le théorème suivant: l'image d'un compact par une fonction continue est compacte. C'est quand même plus propre comme théorème, mais c'est aussi clairement beaucoup plus abstrait. Alors, il y a plusieurs variantes de la définition de la compacité, mais la définition la plus générale est la suivante: un ensemble est compact si tout recouvrement d'ouvert admet un recouvrement fini. Intuitivement, un ensemble compact, même s'il peut être fini, peut être étudié presque comme un ensemble fini. Cette propriété rend l'étude des compacts beaucoup plus plaisante que celle de d'autres objets plus biscornus. Alors, on va essayer de prouver ce théorème. Pour cela, on va considérer une fonction continue f d'un ensemble compact dans un autre ensemble, je vais appeler ça E, c'est pas très important. Et on va essayer de montrer que l'image du compact par la fonction f est compacte lui aussi. Pour cela, on considère un recouvrement fini de f de compact par une famille d'ouverts que je vais appeler VI, qui va être indexée par I appartenant au ensemble I. Grand I là peut vraiment être n'importe quoi, il peut être infini dénombrable, il peut aussi être infini indénombrable. Et ça veut dire que l'ensemble compact est inclus dans l'union des f-1 de l'union des VI, que l'on peut réécrire comme l'union, indexée par I, des f-1 de VI. Alors il y a pas mal de subtilités qui se cachent derrière cette équation d'une ligne. D'un côté, pour prouver la partie de gauche, on peut voir que si on prend un élément x de l'ensemble compact, alors si j'applique f à cet élément de x, f de x va du coup appartenir à f de compact. Et ça, par définition des VI, on sait que c'est inclus dans l'union des VI. D'un autre côté, on va essayer maintenant de prouver la partie de droite, cette égalité. Pour prouver cette égalité, on va montrer qu'un élément appartient au premier ensemble ici, si et seulement si il appartient au second. Donc on va prendre y qui appartient au premier ensemble, et du coup dire que y appartient à f-1 de l'union des VI, c'est équivalent à dire que f de y appartient à l'union des VI, par définition du f-1 de l'image réciproque d'un ensemble. Et ça, c'est vrai si et seulement si il existe un I tel que f de y appartient à ce VI. Là, j'applique vraiment la définition de l'union d'ensemble. Or, dire que f de y appartient à VI, ça c'est équivalent à dire que y appartient à f-1 de VI. Encore une fois, par définition de l'image réciproque d'un ensemble, le f-1 de VI. Donc tout ça, c'est équivalent à dire qu'il existe un I tel que y appartient à f-1 de VI. Et ça, c'est vraiment équivalent à dire que y appartient à l'union indexée par les i des f-1 de VI. Ok, donc tout ça est un peu abstrait, il faut un peu s'habituer à jouer avec la théorie des ensembles, c'est assez difficile, mais la conclusion de tout ça, c'est qu'on a bien montré que l'ensemble compact est inclus dans l'union des f-1 de VI. Et là, on va utiliser un autre truc assez abstrait, qui consiste à dire qu'une fonction est continue si et seulement si les images réciproques d'ouvert sont ouverts. Et en fait, ça, c'est une définition possible de ce qu'est la continuité. En fait, c'est même la définition de la continuité dans un cadre le plus général possible. Du coup, chacun des f-1 de VI est lui-même un ouvert. Et du coup, l'inclusion que l'on a écrite là correspond exactement au recouvrement d'un ensemble compact par une famille d'ouverts. Comme on a supposé que l'ensemble compact était compact, par définition de la compacité, il existe donc un recouvrement fini de l'ensemble de compacts, c'est-à-dire qu'il existe un sous-ensemble fini que je vais appeler I entre crochets, qui est donc inclus dans I, tel que l'ensemble compact est inclus dans l'union finie, cette fois, des f-1 de VI. Et là, on va appliquer f des deux côtés, ça nous donne f de compact inclus dans f de l'union des f-1 de VI, qui est égal à l'union indexé par i des f de f-1 de VI. Donc ça, c'est le même raisonnement qu'on a fait précédemment. Et ça, c'est inclus dans l'union des VI, qui est bien une union finie d'ouverts parmi les ouverts dont on a supposé qu'ils recouvraient l'ensemble f de compact. On a donc bien prouvé ce qu'il fallait, c'est QFD. Alors j'insiste un tout petit peu sur la dernière inclusion sous-jacente ici, sur laquelle je suis passé un petit peu vite. F de f-1 de VI va être toujours inclus dans VI, et on n'a pas besoin d'hypothèse de continuité, quoi que ce soit. En fait, plus généralement, pour toute fonction f, on a f de f-1 de grand F, qui va être inclus dans grand F, car si on prend un élément du premier ensemble, alors il existe forcément un x
qui appartient à f-1 de grand F, tel que f de x est égal à y par définition de l'image d'un ensemble par une fonction de f. Or, dire que x appartient à f-1 de grand F, c'est exactement dire que f de x appartient à grand F par définition de l'image réciproque f-1 d'un ensemble. Et donc, là, on voit que y qui est égal à f de x appartient forcément à grand F. On a bien montré l'inclusion que l'on cherchait à prouver. Et attention, il ne faut absolument pas confondre l'inclusion f-1 de grand F inclus dans grand F avec l'inclusion grand E qui est inclus dans f-1 de f de E. Donc, je ne vais pas prouver cette deuxième inclusion, de toute façon elle n'est pas utile pour la preuve du théorème qu'on a faite, mais je vous invite vraiment à essayer de l'étudier et de vous en convaincre en exercice, et aussi montrer que ces inclusions sont vraiment des inclusions strictes en général, c'est-à-dire qu'on peut trouver des exemples où l'inclusion est stricte, et je vous invite même à essayer de trouver quels sont les cas où on a égalité. Enfin, pour relier tout ce qu'on a dit ici au théorème des bornes atteintes, il suffit d'invoquer le théorème de Borel-Lebesgue qui dit que les compacts de R sont les fermés bornés. Bon, c'est pas si trivial, mais bon, on peut le prouver. Et on conclut ensuite en disant le fait que les fermés bornés de R contiennent leurs bornes inférieures et supérieures.